Tu sais, quand tout semble aller bien à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, tu sens que quelque chose ne va pas? Quand les gens te regardent et pensent que ta vie est parfaite, alors que toi seul sais à quel point tout est en train de s'effondrer en silence. Tu souris, tu organises les choses, tu gardes les apparences. Mais tu ressens, quelque part, que tu es en train de t'effacer, petit à petit. Eh bien, aujourd'hui, tu vas entendre une histoire qui aurait pu être la mienne. Elle aurait pu être la tienne. Une histoire qui commence par un simple toast, mais qui se termine d'une façon que personne n'aurait pu imaginer. Et je te le garantis, tu ne pourras pas t'arrêter en cours de route. Alors fais une chose tout de suite, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche, et prépare ton cœur. Parce que cette histoire va vraiment te toucher. Le verre de vin tremblait à peine entre mes doigts, mais c'était suffisant pour trahir ce que je m'efforçais de cacher. Tout autour de moi, les rires se mêlaient au cliquetis des couverts, les conversations s'entrecroisaient, et l'odeur du gratin de pommes de terre flottait encore dans la pièce. C'était censé être une soirée de célébration, 40 ans de mariage, une vie partagée, une maison remplie de souvenirs. Et pourtant, tout avait commencé à basculer au moment précis où Victor s'était levé, une coupe de champagne à la main. À un nouveau départ, avait-il déclaré avec ce sourire poli qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Puis, après une légère pause, il ajouta, plus fort. Sans toi. Le silence avait été immédiat. Un de ces silences lourds, denses, qui remplissent tout l'espace. Même la musique douce en fond semblait s'être arrêtée. Les visages se tournèrent vers moi, certains confus, d'autres visiblement mal à l'aise. Mon cœur s'était figé une seconde, mais mes lèvres, elles, s'étaient étirées dans un sourire maîtrisé. Eh bien, santé, avais-je répondu simplement, en levant moi aussi mon verre, comme si de rien n'était. Ce que Victor ne savait pas, c'est que j'étais déjà prête depuis longtemps. La vérité, c'est que cette soirée n'était qu'une scène de plus dans un théâtre bien rodé. Et moi, j'avais enfin décidé de réécrire le scénario. Ma sœur Léonie, assise à côté de moi, me pressa doucement la main sous la table, sans un mot. Elle comprenait. Elle avait toujours compris, bien avant que je sois prête à admettre ce qui se passait réellement entre Victor et moi. Ma fille Émilie, de l'autre côté de la table, gardait les yeux baissés sur son assiette, sa mâchoire crispée. Elle n'était pas surprise, juste blessée, probablement de voir son père transformer une fête familiale en règlement de compte public. Ton gratin est excellent, comme toujours, lança ma belle-sœur Béatrice, cherchant visiblement à briser la tension. Merci, Béa, dis-je avec un sourire figé. J'avais passé toute la journée à préparer ce repas. C'était une manière de me raccrocher à quelque chose de tangible, de me concentrer sur les gestes simples, les saveurs, les odeurs. Une forme de rituel. Mais au fond, je savais que ce dîner marquait la fin d'un cycle. Victor, fidèle à lui-même, jouait le rôle du parfait hôte, souriant, distribuant des anecdotes professionnelles, versant du vin avec générosité. Il brillait dans les apparences. Mais moi, je voyais clair derrière le vernis. 3 mois auparavant, je n'aurais jamais imaginé répondre à une humiliation pareille avec autant de calme. Mais aujourd'hui, j'étais une autre femme. Tout avait commencé avec un dossier oublié dans notre bureau à la maison. Un simple classeur beige, mal rangé, que j'avais ouvert par hasard en cherchant un carnet. À l'intérieur, des documents de transfert bancaire, des copies de courriels, des comptes offshore, et surtout, un projet de séparation, rédigé noir sur blanc. Pas de lettres d'amour cachées. Pas de liaison sordide. Juste une stratégie minutieuse pour m'effacer de sa vie, sans trop perdre au passage. Ce n'était pas une trahison romantique, c'était une trahison logistique. Il avait tout prévu, la vente progressive de certains biens, la modification de la clause de propriété de notre maison, même une fausse justification médicale pour me faire passer pour instable, au cas où le divorce irait en justice. C'est ce jour-là que j'ai cessé d'être spectatrice de ma propre vie. Dans la cuisine, je remplissais les assiettes de dessert, tarte aux pommes et mousse au chocolat. Mon geste était mécanique, mon esprit ailleurs. Je revoyais le visage de Victor quand j'avais répondu à son toast. Il n'avait pas anticipé que je resterais de marbre. Il s'attendait à une crise, des larmes, une fuite dramatique, mais j'avais préféré l'élégance du silence. Quand je revins à table, tout le monde essayait de faire semblant que tout allait bien. Les rires étaient un peu forcés, les échanges polis. Béatrice parlait déjà de ses prochaines vacances à Lisbonne, comme si rien ne s'était passé. Victor, lui, me jeta un regard rapide, presque méfiant.
Il commençait à se demander ce que je préparais. « Tu n'aurais pas dû dire ça devant tout le monde », murmura-t-il en s'approchant de moi dans le couloir, une fois les invités partis. « C'est toi qui as lancé le premier coup », rétorquai-je en croisant les bras. J'ai été plus que généreux, Eliane. Ah, voilà. Eliane. Voilà donc le prénom que j'ai choisi pour moi dans cette histoire. Eliane Dubois. Ce prénom que j'avais appris à aimer tardivement, après des années à n'exister qu'à travers le titre de Madame Victor Dubois. Tu crois encore que tout s'achète, même la dignité des gens? Il soupira, agacé, comme s'il parlait à une enfant capricieuse. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas personnel. C'est juste, plus simple comme ça. Ah, je vois. C'est donc une affaire de logistique. Très romantique. Il serra les dents. Tu peux partir quand tu veux, Eliane. Mais ne t'attends pas à récupérer quoi que ce soit. Je souris. Je suis déjà parti, Victor. Tu ne t'en es juste pas encore rendu compte. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je suis restée des heures assise sur le canapé du salon, les mains posées sur mes genoux, le regard perdu dans la pénombre. Je pensais à ma vie d'avant. À tous les renoncements silencieux que j'avais faits pour le bien de notre couple. À toutes les fois où j'avais choisi le compromis. À tous les rêves que j'avais mis de côté, en me disant, plus tard. Et puis, je pensais à ce que j'allais faire maintenant. J'avais déjà pris rendez-vous avec une avocate spécialisée. Une femme brillante, Renata Silvera, réputée pour sa discrétion et son efficacité. J'avais commencé à ouvrir un compte à mon nom, transférer certains documents importants, récupérer des copies de tout ce qui pouvait m'être utile. Ce que Victor ignorait, c'est que je n'étais pas une victime surprise. J'étais une adversaire préparée. Le lendemain matin, alors que Victor lisait son journal comme si rien ne s'était passé, j'étais déjà en train de finaliser un plan. Je l'observais à travers ma tasse de café. Il croyait encore contrôler l'histoire. Mais il allait bientôt découvrir que le scénario avait changé de main. « Tu travailles aujourd'hui » me demanda-t-il sans lever les yeux. « Non. Je sors. J'ai un rendez-vous. Encore un déjeuner avec Léonie. »« Pas cette fois » répondis-je simplement. Il leva enfin les yeux, intrigué. Je soutins son regard, calmement. « Tu découvriras bientôt où je vais. » Un petit frisson de panique traversa son regard. Infime. Mais je l'ai vu. Mon rendez-vous n'était pas avec Léonie. C'était avec Silvera, dans son cabinet du centre-ville. Elle m'accueillit avec un sourire franc et une poignée de main ferme. « Je suis ravie que vous ayez décidé de prendre les devants, Madame Dubois. Appelez-moi Eliane. Je ne suis plus Madame de personne. » Elle sourit, approuvant d'un hochement de tête. Nous avons passé 2 heures à établir les bases du dossier. Je lui ai montré les documents que j'avais trouvés, les mets imprimés, les mouvements de compte. Elle prit des notes, analysa chaque détail avec une précision clinique. Vous avez plus que suffisamment pour lancer une procédure en bonne et due forme. Mais je vous conseille d'attendre encore quelques jours. Pourquoi? Parce que plus il croit que vous ne faites rien, plus il agit sans prudence. Et tout ce qu'il fera pourra être utilisé contre lui. Je hochai la tête, sentant pour la première fois depuis longtemps une sensation que je croyais oublier, le contrôle. En quittant le cabinet, je reçus un message sur mon téléphone. Numéro inconnu. Juste quelques mots. Tu n'es pas la seule à jouer. Prépare-toi. Je restai figé un instant. Mon cœur accéléra. Un premier twist discret, un frisson dans la nuque. Quelqu'un d'autre savait. Quelqu'un d'autre surveillait tout. Et peut-être que cette partie d'échecs avait plus de joueurs que je ne pensais. Le message reçu la veille restait gravé dans ma mémoire, comme une brûlure discrète mais persistante. Tu n'es pas la seule à jouer. Prépare-toi. Simple. Efficace. Inquiétant. J'avais beau chercher, je ne parvenais pas à reconnaître le numéro. Je l'avais montré à Silvera en quittant son cabinet. Elle avait froncé les sourcils. Vous pensez que Victor vous fait surveiller? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas improbable, n'est-ce pas? Non, pas du tout improbable. Au contraire, je le vois souvent dans des cas comme le vôtre. Le contrôle passe par tous les moyens, même les plus insidieux. Elle m'avait alors conseillé d'utiliser un téléphone secondaire, plus sécurisé, et de ne rien envoyer par écrit à propos de mes démarches. Elle savait que les hommes comme Victor avaient toujours une longueur d'avance, jusqu'à ce que quelqu'un leur coupe les jambes au bon moment. Ce matin-là, je me levai tôt,
avant même que le soleil ne perce le ciel hivernal. J'avais passé la nuit à tourner et retourner ce message dans ma tête. Je n'étais pas paranoïaque, j'étais en alerte. Victor dormait encore quand je sortis discrètement du lit. Il dormait souvent comme une pierre ces temps-ci, un sommeil lourd, presque artificiel. Ou peut-être que je ne le connaissais plus du tout. C'était une autre hypothèse que je commençais à envisager sérieusement. Dans la cuisine, je préparais du café comme à mon habitude, sauf que cette fois, je ne me posais pas à la table pour le boire. Je pris mon sac, mon carnet de notes, et je sortis direction le centre-ville. J'avais un deuxième rendez-vous avec Renata. Elle voulait me présenter une consultante financière, une certaine Sophie Lemoine, experte dans l'analyse des flux bancaires et dans la localisation d'actifs dissimulés. Rien que son nom me plaisait déjà, sobre, précis, tranchant. Sophie avait un style sobre, presque austère. Un carré brun, des lunettes noires et un regard qui semblait lire les chiffres comme d'autres lisent la météo. Dès les premières minutes, je compris que j'étais entre de bonnes mains. J'ai examiné vos premiers documents. Votre mari ne s'est pas contenté de transférer des fonds. Il a aussi créé un système de mouvements croisés entre plusieurs comptes liés à des entités tierces. Des entités? Vous parlez de sociétés? Exactement. Des sociétés écrans, probablement montées pour détourner une partie des biens communs. C'est assez fréquent, mais ici, la subtilité des transferts est impressionnante. Je n'étais pas surprise. Victor avait toujours été un maître de la planification. Même nos vacances étaient organisées à la minute près. Mais cette fois, son organisation allait se retourner contre lui. Je ne voulais plus survivre. Je voulais gagner. Plus tard, en revenant chez moi, j'eus un frisson en franchissant la porte d'entrée. Pas un frisson de froid, non. Un frisson d'instinct. Quelque chose clochait. Tout semblait à sa place, et pourtant, le coussin du canapé avait été déplacé. Une des plantes était tournée dans l'autre sens. Une petite chose, presque invisible, sauf quand on connaît chaque détail de son propre salon. Je fis semblant de rien. Victor était au téléphone dans son bureau. Je le saluai de loin, avec un sourire poli. Il me fit un geste de la main, sans même couper sa conversation. Classique. Je montai dans notre chambre. Là encore, un détail attira mon attention. Le tiroir de ma coiffeuse avait été refermé sans que je me souvienne l'avoir ouvert. Je m'agenouillai doucement et regardai derrière les produits de maquillage. Tout semblait intact. Mais je n'étais pas tranquille. Je pris mon carnet et griffonnai quelques lignes. Ne pas laisser de documents ici. Tout doit rester chez Léonie ou à l'étude de Renata. Je décidai aussi de récupérer certains papiers personnels que j'avais laissés dans la chambre d'amis. On ne sait jamais. Le soir venu, Victor proposa un dîner en ville. On pourrait sortir ce soir. Ça nous ferait du bien, tu ne trouves pas? Je le regardai, surprise. Ce n'était pas dans ses habitudes de proposer ce genre de sortie, surtout depuis que tout était tendu entre nous. Pourquoi pas, dis-je finalement. Pendant le repas, il fut étonnamment charmant. Trop charmant. Il parlait de souvenirs, de voyages passés, de petits détails de notre vie. Un air de nostalgie soigneusement dosé. Tu sais, parfois, je me dis que tout ça, c'est peut-être aller trop vite. Je levai les yeux vers lui, presque amusé par sa tentative. Tu veux dire, ton toast, ta stratégie de séparation, tes transferts bancaires. Il grimaça, mais conserva son ton posé. On a vécu 20 belles années, Eliane. C'est dommage de tout gâcher par des tensions inutiles. Je le fixai un instant. Et j'eus une intuition, il savait quelque chose. Il savait que j'étais en train de me protéger, de me préparer. Mais il ne savait pas à quel point j'étais déjà loin de lui. Le lendemain, j'étais de nouveau chez Léonie. Elle m'avait préparé du thé, et nous étions assises dans son salon, entourées de ses coussins colorés et de ses plantes un peu folles. Tu le sens, hein? Qu'il prépare un autre coup. Oui, dis-je en buvant une gorgée. Mais je suis prête. Léonie hocha la tête, pensive. Tu vas devoir aller plus vite que lui. Et elle avait raison. C'est ce que je fis. Dès le lendemain,
Je signai les premières demandes officielles de révision patrimoniale auprès de la Cour, sur les conseils de Renata. Cela allait obliger Victor à justifier tous ses transferts récents, avec preuve à l'appui. Un pas de plus dans l'étau qui se refermait lentement sur lui. Quelques jours plus tard, le téléphone sonna à l'improviste. C'était Paula, une ancienne amie de la famille, que je n'avais pas vue depuis des années. Elle semblait nerveuse. « Eliane, il faut qu'on se parle. C'est au sujet de Victor. »« Paula, qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Je ne peux pas dire ça au téléphone. Peux-tu me retrouver demain, au petit café près de l'ancienne école des filles ? Demain matin, 10 heures. Merci. Et, sois discrète. Très discrète. » Je restai figé un moment après avoir raccroché. Un autre joueur venait d'entrer dans la partie. Et je savais que ce que Paula allait me dire changerait tout. Le petit café où j'avais rendez-vous avec Paula n'avait pas changé depuis les années où nous y allions, jeune maman encore pleine de rêves, nos poussettes alignées devant la baie vitrée. Les souvenirs me revenaient en rafale, doux et amers à la fois. Je m'étais installé dans un coin discret, le dos au mur, comme Renata me l'avait conseillé. On devient paranoïaque quand on se reconstruit. Ou peut-être simplement prudente. Paula arriva avec 10 minutes de retard, les yeux couverts de lunettes teintées, l'air nerveux, presque furtif. Elle s'assit sans un mot, posa son sac à main sur la table comme une barrière symbolique entre nous, puis soupira profondément. « Merci d'être venue. Tu m'as inquiété, Paula. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle retira ses lunettes, révélant des cernes profonds et un regard troublé. « Je ne savais pas si je devais te le dire. Mais j'ai trop attendu. Et maintenant, je ne veux pas me taire plus longtemps. » Je fronçai les sourcils, les mains crispées autour de ma tasse encore fumante. « Dire quoi ? » ? « Victor. Il m'a contacté il y a 6 mois. Il voulait que je parle à certaines personnes. Que je témoigne. » Je sentis mon estomac se contracter. « Témoigner ? Contre moi ?» Elle acquiesça, honteuse. « Il voulait que je dise que tu étais instable depuis des années. Que tu avais eu des absences. Des accès de colère. Il m'a même proposé de l'argent pour que je rédige une déclaration écrite. » Un silence glacé s'installa. Même le bruit du café semblait lointain, irréel. « Tu as accepté ? » demandai-je, la gorge nouée. « Non. Jamais. Mais je n'ai pas non plus eu le courage de te prévenir plus tôt. » Je la fixai, déchirée entre colère et gratitude. « Et pourquoi maintenant ? » Parce que j'ai appris ce qu'il a fait à mon frère. Je clignai des yeux, confuse. « Ton frère ? Que vient-il faire dans tout ça ? » Elle se pencha vers moi, baissant la voix encore davantage. Il travaillait avec Victor, il y a 2 ans, dans un projet immobilier. Et quand il a refusé de couvrir une opération douteuse, Victor l'a fait virer du jour au lendemain. Ruiné. Détruit. Il ne s'en est jamais remis. Je sentis mes doigts se crisper. C'était comme si les pièces d'un puzzle se mettaient en place, une à une. Je pensais que tu étais au courant. Mais j'ai compris que non. Et tu penses qu'il essaiera de me ruiner ? Moi aussi. Il est déjà en train de le faire, Eliane. Mais tu n'es pas comme mon frère. Tu as toujours été plus forte qu'il ne le croyait. Cette phrase résonna étrangement dans mon cœur. Peut-être que c'était vrai. Peut-être que c'était la première fois qu'on me le disait aussi franchement. Avant de partir, Paula sortit une petite enveloppe de son sac. Voici les copies de ses messages. Je les ai enregistrés. Preuve qu'il m'a demandé de mentir. Je pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Merci, Paula. Je suis désolée de ne pas avoir parlé plus tôt. Tu parles maintenant. C'est ce qui compte. Je filai directement au cabinet de Renata. Elle ouvrit l'enveloppe avec prudence, analysant chaque message, chaque date. C'est une mine d'or, Eliane. Exactement le genre de preuve que les juges adorent. Un schéma de manipulation prémédité, avec tentative de diffamation. On pourra l'utiliser à l'audience. Tu crois qu'il sait que je sais ? Non. Et c'est ça notre force. Tu dois continuer à jouer le jeu. Calme, distante, mais jamais hostile. Laisse-le sous-estimer. Le soir venu, je rentrai chez moi plus légère,
malgré l'ampleur de ce que j'avais découvert. Victor était déjà là, assis dans le salon, une coupe de vin à la main. « Tu étais où toute la journée ?» demanda-t-il d'un ton faussement désinvolte. « Avec Léonie. »« Encore ? Tu passes ta vie chez ta sœur. » Je haussai les épaules. « C'est reposant. On ne me fait pas de remarques inutiles là-bas. » Il sourit, mais je le vis tressaillir. Il savait que quelque chose lui échappait. Quelques jours plus tard, alors que je faisais des courses, je tombais nez à nez avec Émilie, ma fille. Elle avait ce regard mi-inquiet, mi-sévère que je lui connaissais bien. « Maman, on peut parler ?»« Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Papa m'a dit que tu étais fragile. Qu'il était inquiet pour toi. » Je sentis ma mâchoire se contracter. « Et toi, tu le crois ?»« Non. Mais je ne comprends rien. Vous ne me dites rien. Je suis au milieu. » Je pris sa main doucement. « Tu n'es pas au milieu. Tu es notre fille. Et tu mérites la vérité. » Nous sommes allés dans un café, et pour la première fois, je lui ai tout raconté. Sans filtre. Elle m'écouta sans m'interrompre, les yeux écarquillés, la gorge serrée. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Moi non plus. Pas avant qu'il baisse son masque. Elle me serra dans ses bras, fort, longtemps. « Je suis avec toi, maman. » Et ce fut, je crois, le premier moment de paix sincère depuis des mois. Mais la paix fut de courte durée. 2 jours plus tard, alors que j'ouvrais ma boîte aux lettres, je trouvai une enveloppe glissée sans timbre, sans cachet. À l'intérieur, une seule feuille. Tu penses avoir gagné. Mais tu ignores encore le pire. Regarde dans ton passé. Il y a une pièce manquante. Pas de signature. Pas de trace. Rien. Juste une menace voilée, une énigme. Et moi, je comprenais une chose, il y avait un secret encore plus grand que tout ce que j'avais découvert jusqu'à maintenant. Et ce secret venait de mon propre passé. Je n'arrêtais pas de relire cette phrase. Tu ignores encore le pire. Regarde dans ton passé. Il y a une pièce manquante. Elle tournait en boucle dans ma tête, comme un écho sourd. J'essayais de lui donner un sens logique, mais tout semblait flou. J'avais déjà découvert tant de choses sur Victor, sur ses manipulations, ses plans dissimulés, ses jeux de pouvoir, alors quel secret restait encore enfoui? Et surtout, de quoi s'agissait-il exactement? Pendant 3 nuits, je dormis mal. Mes rêves étaient confus, peuplés de visages oubliés, de lieux flous, de souvenirs que je n'avais pas revisités depuis des années. Puis un matin, en rangeant une vieille boîte dans le grenier, j'eus comme une révélation. C'était une boîte que je n'avais pas ouverte depuis longtemps. Un carton étiqueté anciennes lettres et documents personnels, que j'avais soigneusement ignoré pendant notre déménagement, plusieurs années plus tôt. Je m'installai dans la chambre d'amis, posai la boîte sur le lit, et me mis à fouiller. Parmi les vieux papiers, je tombai sur un nom. Un nom que je n'avais pas prononcé depuis plus de 25 ans, Luc Morel. Luc. Le seul homme que j'avais aimé avant Victor. Avant toute cette vie rangée. Avant le mariage, les enfants, la maison, les dîners de gala et les apparences. Luc, c'était une autre version de moi. Une époque plus libre, plus spontanée, plus vraie. Nous étions jeunes, étudiants, passionnés. Et puis, tout avait basculé. Un départ soudain. Une dispute. Une lettre. Et le silence. Je ne m'étais jamais autorisé à repenser à lui, pas vraiment. Mais en ouvrant cette vieille boîte, je découvris une pile de lettres non ouvertes. Des lettres que j'avais reçues après notre rupture, mais que je n'avais jamais osé lire. Et là, mon cœur se figea. Parce que l'une d'elles portait un timbre daté de 6 mois après mon mariage avec Victor. Et en l'ouvrant, je découvris un tout autre PAN de l'histoire. Eliane, je ne comprends pas pourquoi tu m'as tout simplement effacé de ta vie. Je t'ai attendu, j'ai essayé de comprendre. Mais tu n'as jamais répondu. Tu ne m'as jamais laissé une chance de savoir ce que j'avais fait de mal. Je t'écris cette lettre, la dernière, pour te dire que j'ai su, trop tard, ce qui s'était passé. Ce n'est pas toi qui es parti. C'est Victor qui t'a fait partir. C'est lui qui a intercepté mes messages, c'est lui qui a mis fin à tout, sans que tu le saches.
Je t'ai aimé comme on aime une seule fois. Et je ne regrette rien, sauf de ne pas avoir pu te dire tout cela en face. Je crus que le sol se dérobait sous mes pieds. Victor m'avait séparé de Luc. Il avait délibérément détruit ce lien. Et tout prenait un nouveau sens, ses silences, son besoin de contrôle dès le début, sa manière de toujours me maintenir à l'écart de mon passé. Il n'avait pas seulement voulu être mon mari. Il avait voulu être le seul narrateur de mon histoire. J'avais besoin d'air. Je sortis de la maison, incapable de rester dans ces murs qui me semblaient désormais si étouffants. J'appelai Léonie. Elle répondit aussitôt. « Qu'est-ce qui se passe ? Je viens chez toi. Je dois te montrer quelque chose. » 20 minutes plus tard, nous étions assises dans son salon, les lettres éparpillées sur la table basse. « Tu te rends compte ? Il m'a volé mon passé. Il a tout manipulé depuis le début. » Léonie prit ma main. « Et maintenant, tu reprends ce passé. Tu mets les pièces ensemble, une à une. » Je hochai la tête, encore bouleversée. Je croyais que j'avais tout compris de cette séparation, mais il y a encore des couches derrière. D'autres vérités. Il est plus dangereux que tu ne le pensais, Eliane. Pas violent, non. Mais froid. Calculateur. Et prêt à tout pour garder le contrôle. Je restai silencieuse. Et une pensée me frappa de plein fouet. Et si Victor n'avait jamais voulu divorcer vraiment ? Et si son but était autre chose ? Ce soir-là, je rentrai chez moi avec une boule au ventre. Victor était encore au téléphone quand j'arrivai, dans son bureau. Il raccrocha brusquement en me voyant. « Tu es sortie toute la journée ? » ?»« Oui. »« Tu étais avec Léonie encore ? » ?»« Pas seulement, » dis-je, volontairement vague. Il me fixa longuement. Je pouvais presque entendre le tic-tac dans sa tête, le bruit de ses pensées qui s'accéléraient. Il savait que je m'éloignais de plus en plus. Et moi, je savais désormais qu'il m'avait menti depuis le tout début. Le lendemain, j'étais de nouveau chez Renata. Je lui racontais tout, les lettres, Luc, les manipulations de Victor depuis des décennies. Elle resta un instant silencieuse. Je ne suis pas surprise. Mais je suis révoltée. Et moi, je suis épuisée. Tu es forte, Eliane. Mais tu as aussi le droit d'être en colère. Et on va utiliser tout ça. Cette histoire avec Luc, les lettres, ça va nous servir. Ça montre un pattern de contrôle sur plusieurs années. C'est précieux dans une procédure. Je ne veux pas juste gagner cette procédure, Renata. Je veux me libérer. Et tu y arriveras. En sortant du cabinet, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. Eliane Dubois. Oui. Je suis le secrétaire de Madame Isabelle Frost, directrice de la galerie. Mon cœur s'arrêta une seconde. Elle a étudié votre dossier. Elle souhaite vous rencontrer pour discuter d'une collaboration. Je restai un moment figé. Un souffle de liberté venait de s'ouvrir devant moi. Mais à peine avais-je raccroché que je reçus un autre message. Un seul mot. Attention. Il sait. Et là, je compris. Victor n'allait pas me laisser partir si facilement. Et la vraie guerre, celle qui change tout, venait à peine de commencer. Je me tenais devant le miroir, ajustant les derniers détails de ma tenue. Une robe sobre, bleu nuit, élégante sans être ostentatoire. Aujourd'hui, ce n'était pas un jour comme les autres. C'était la première audience officielle de la procédure de séparation. Mais ce n'était pas seulement une affaire juridique. C'était un moment symbolique. Un rite de passage. Une déclaration silencieuse, je ne reculerai plus. Dans le salon, Émilie m'attendait. Elle m'avait proposé de m'accompagner. Elle voulait être là. À mes côtés. Et rien que ça, suffisait à me donner du courage. « Tu es prête ?» me demanda-t-elle en me tendant mon manteau. Plus que jamais. Le tribunal n'avait rien de spectaculaire. Juste une salle sobre, aux murs blancs, aux bancs en bois. Mais l'atmosphère y était lourde. Chargée. Électrique. Victor était déjà là, impeccable dans son costume gris clair, son avocat à ses côtés. Il me jeta un regard rapide, sans émotion. Mais je vis, dans ses yeux, un éclat nouveau.
celui d'un homme qui comprend qu'il a perdu le contrôle. Renata me murmura à l'oreille. Reste droite. Reste calme. Il va essayer de te provoquer. C'est leur stratégie. La juge entra. Elle était jeune, concentrée, professionnelle. Et dès les premières minutes, je compris qu'elle n'était pas du genre à se laisser influencer par des postures théâtrales. L'avocat de Victor ouvrit les hostilités. Madame Dubois a montré des signes de comportement émotionnel instable. Nous avons des témoignages qui montrent qu'elle agit de manière irrationnelle depuis plusieurs mois. Renata sourit légèrement, presque amusée. Madame la juge, ces témoignages ont été sollicités de manière abusive. Nous avons des preuves écrites montrant que Monsieur Dubois a tenté d'acheter de faux témoignages pour construire une narration mensongère. Nous allons les déposer au dossier. Je vis le visage de Victor se raidir. La juge consulta les documents que Renata lui remit. Elle fronça les sourcils en lisant les extraits des messages interceptés. C'est particulièrement préoccupant, dit-elle froidement. Et là, pour la première fois depuis le début, Victor perdit le masque. C'est ridicule, s'écria-t-il. Elle manipule tout le monde. Elle m'accuse sans preuve. Monsieur Dubois, gardez votre calme, coupa la juge sèchement. Il s'était trahi. Et il le savait. À la sortie de l'audience, Renata me serra le bras doucement. Tu viens de marquer un point énorme. Le tribunal va ordonner un gel complet des biens communs, et une enquête sur les mouvements suspects de fonds. Il n'aura plus aucune marge de manœuvre, c'est ça. Exactement. Il commence à s'effondrer. Mais je n'étais pas préparée à ce qui m'attendait ensuite. En sortant du bâtiment, mon téléphone vibra. Un message de Léonie. Tu dois rentrer vite. Quelqu'un t'attend. Quelqu'un du passé. Mon cœur s'accéléra. Je sautai dans un taxi. Quand j'arrivai chez ma sœur, il était là. Luc. Assis dans son salon, le même regard intense, les mêmes yeux profonds que dans mes souvenirs. Un peu plus de rides, un peu plus de vécu, mais toujours ce magnétisme silencieux qui me faisait vaciller. Je restai figé un instant. Bonjour, Eliane. Ma gorge se serra. Je m'avançai, incertaine. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai reçu une lettre. De Paula. Paula. Elle m'a raconté ce que Victor t'a fait. Ce qu'il a fait à nous. Et elle m'a donné les copies des lettres que je t'avais envoyées à l'époque. Je sentis mes yeux se remplir de larmes. Lentement. Inévitablement. Je croyais que tu m'avais oublié. Je n'ai jamais pu, murmura-t-il. Un silence suspendu nous enveloppa. Un de ceux qui disent plus que tous les mots. Je suis revenu, pas pour reprendre quelque chose. Mais parce que je ne pouvais pas rester loin, maintenant que je sais la vérité. Je ne sus que répondre. Mon cœur battait à toute allure, partagé entre émotions anciennes et cicatrices encore fraîches. Léonie nous laissa seuls. Et pendant de longues minutes, nous avons parlé. De tout. Du passé, de l'injustice, de ce que nous étions devenus. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur d'aimer. Mais ce moment de douceur fut brutalement interrompu. Alors que Luc s'apprêtait à partir, je trouvai une feuille glissée sous la porte. Encore une. Encore un message. Cette fois, ce n'était pas une menace. C'était un document juridique. Une copie d'un contrat de cession de biens, signé par Victor et une autre femme. Je restai pétrifié. En bas du document, le nom sauta aux yeux. Cession partielle de la maison familiale au nom de Béatrice Dubois. Sa propre sœur. Victor était en train de lui transférer mes parts de la maison, en douce, pour contourner le gel judiciaire. Un dernier coup de couteau dans le dos. Mais cette fois, j'étais prête. Et il venait de faire l'erreur qui allait le perdre définitivement. Je restai un long moment debout, face au contrat de cession. Les mains tremblaient à peine, mais le cœur battait trop fort. Ce papier, glissé sous la porte comme une provocation silencieuse,
représentait la dernière tentative désespérée de Victor de m'évincer de ma propre vie. Et il avait choisi sa propre sœur comme complice. Je sentais une colère sourde monter en moi. Une colère calme, dense, froide. Celle qui naît quand on sait qu'on ne peut plus reculer. J'appelai Renata immédiatement. Il a tenté de contourner le gel judiciaire. Il a transféré une partie de la maison à sa sœur. « Quoi ?» s'écria-t-elle. « Tu en es certaine ? J'ai une copie du contrat entre les mains. » « C'est illégal, Eliane. Il viole une ordonnance du tribunal. Là, on change complètement de niveau. Je vais saisir le juge dès ce soir. » Sa voix était tendue, mais déterminée. Elle savait que cette fois, Victor s'était lui-même mis dans le mur. Le lendemain, nous étions à nouveau au tribunal. Cette fois, c'était Victor qui semblait fébrile. Son visage n'était plus celui du mari charismatique et sûr de lui. Ses traits étaient tirés, son regard fuyant, sa mâchoire crispée. La juge entra, visiblement déjà informée. Nous avons reçu une requête urgente concernant une tentative de contournement du gel des actifs par Monsieur Dubois. Renata présenta les documents, preuve à l'appui. La juge les feuilleta avec soin, son expression se durcissant à chaque page. « Monsieur Dubois, avez-vous une explication à fournir ?» L'avocat de Victor bafouilla quelques phrases creuses sur une interprétation juridique floue. Mais c'était trop tard. Trop visible. Trop flagrant. La juge leva les yeux, froide comme l'acier. « Vous avez violé une décision de justice. Je considère cela comme un acte de mauvaise foi, destiné à nuire à la partie adverse. » Et soudain, tout bascula. En conséquence, j'ordonne la restitution immédiate des parts cédées, et je me réserve le droit d'appliquer des sanctions financières. De plus, j'invite Madame Dubois à déposer plainte pour tentative de fraude patrimoniale, si elle le souhaite. Renata tourna lentement la tête vers moi, avec un regard qui disait tout. « Tu as gagné. » Et cette victoire n'avait rien d'amer. Elle avait un goût de libération. Dans les jours qui suivirent, tout s'accéléra. Victor, acculé, tenta de négocier. Il proposa un nouvel accord à l'amiable, plus équitable, plus juste. Mais il était trop tard. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de dignité. Je refusai. Je voulais que le processus suive son cours, que les fautes soient reconnues, que le récit ne soit pas enterré sous une fausse paix apparente. Pendant ce temps, mon intégration à la galerie avançait à grands pas. Isabelle, la directrice, m'intégra dans un projet d'exposition collective, puis me proposa de piloter une section de restauration. Je retrouvai peu à peu la femme que j'avais oubliée. Un soir, alors que je travaillais tard dans l'atelier de la galerie, Luc passa me chercher. « Tu as les mains pleines de pigments, » dit-il en souriant. « Je crois que c'est bon signe. Tu rayonnes. » Je baissai les yeux, un peu gêné. Je n'étais pas encore habitué à tant de douceur. Tant d'authenticité. Tu sais, je n'aurais jamais cru te revoir un jour. Et pourtant, me voilà. Il m'observa un instant, puis ajouta. Et cette fois, je ne partirai pas sans que tu me dises ce que tu ressens. Je pris une inspiration. Je ressens que je suis enfin libre. Que je suis moi, à nouveau. Et que peut-être, maintenant, je peux aimer sans me perdre. Il sourit. Et ce fut suffisant. Pas de déclaration spectaculaire. Juste un regard vrai, et une promesse silencieuse de respect. Quelques semaines plus tard, nous reçûmes enfin le jugement définitif du divorce. Le verdict était clair, partage équitable des biens, pension compensatoire, restitution des parts dissimulées, et une clause de non-diffamation, interdisant à Victor de ternir mon image auprès de qui que ce soit, sous peine de sanctions lourdes. Mais au-delà du juridique, c'était une clôture symbolique. Je rentrais chez moi ce soir-là avec le cœur léger. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait plus de colère, plus de peur, plus de chaînes invisibles. Juste moi. Enfin,
Mais la vie réserve toujours un dernier frisson. Et celui-là, je ne l'avais pas vu venir. Alors que je vidais un vieux tiroir, je tombais sur une clé. Une petite clé en métal, sans étiquette. Et soudain, un souvenir me revint. Des années auparavant, Victor avait insisté pour que nous louions un coffre bancaire commun, pour les documents importants. Je n'y étais pas retourné depuis des années. Je n'avais même plus pensé à cette clé. Par curiosité, j'y allai le lendemain. Et ce que je découvris me glaça. À l'intérieur du coffre, un double de toutes mes lettres à Luc. Celles que je pensais perdues, jamais envoyées. Celles que j'avais écrites pendant notre rupture, mais que Victor avait subtilisées, sans jamais les poster. Je sortis du coffre, tremblante. Il ne m'avait pas seulement volé le présent. Il avait tenté de m'effacer du passé. Mais maintenant, tout était entre mes mains. Et plus personne ne pourrait me faire taire. Il y avait un silence particulier dans cette maison maintenant. Un silence doux. Apaisé. Pas celui du vide, mais celui de la sérénité retrouvée. Cela faisait une semaine que le jugement de divorce était tombé. Les derniers papiers signés, les dernières pièces restituées. Et surtout, plus aucun contact avec Victor. Ni appel, ni message, ni manœuvre. Juste, le vide après la tempête. Mais ce n'était pas un vide triste. C'était un espace neuf, un terrain fertile. Une page blanche. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais envie d'écrire dessus. À ma manière. Avec mes mots. Mes couleurs. Je passais mes journées entre la galerie et mon petit atelier personnel, que j'avais aménagé dans une ancienne pièce de rangement. Une table en bois brut, des pots de pinceau, des toiles blanches. Il ne me fallait rien d'autre. Je peignais. Je restaurais. Je créais. Et sans que je m'en rende compte, ma vie reprenait forme sous mes doigts. Luc passait de temps en temps. Toujours discret. Toujours respectueux de mon rythme. Tu sais que je peux rester sans dire un mot, juste être là, m'avait-il dit un soir, en posant une tasse de thé sur la table. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Pas d'un homme qui parle trop. Juste d'un homme qui écoute. Il avait souri. Et j'avais su que cette fois, je pouvais construire sans me perdre. Un jour, en rentrant chez moi, je trouvai une enveloppe dans la boîte aux lettres. Pas une menace. Pas un document judiciaire. Une invitation. Galerie New Horizon vous invite à l'exposition. Les femmes qui se relèvent, œuvre d'Éliane Dubois. Je restais là, figé, les yeux sur mon nom imprimé. C'était moi. Mon nom. Mon article. Ma voix. Je n'étais plus l'épouse de Victor Dubois. J'étais Éliane Dubois, artiste, restauratrice, femme debout. Le soir du vernissage, la galerie était pleine. Des gens regardaient mes toiles, mes restaurations, mes croquis. Léonie était là, émue. Émilie aussi, les yeux brillants de fierté. Et même Paula, dans un coin discret, qui me fit un signe de tête chaleureux. Luc me rejoignit, un verre de vin à la main. Tu sais que ton travail parle plus fort que toutes les plaidoiries du monde. Je souris. C'était le seul langage que j'avais mis de côté. Il fallait que je le retrouve. Tu l'as fait. À la fin de la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Isabelle, la directrice de la galerie, s'approcha de moi. Tu sais ce que j'ai vu ce soir, Eliane? Dis-moi. Une femme qui s'est reconstruite pièce par pièce. Comme on restaure une œuvre précieuse. Sans jamais effacer les cicatrices, mais en leur donnant une autre lumière. J'eus les larmes aux yeux. Elle avait mis des mots exacts sur ce que je ressentais. Merci. Non. Merci à toi. Tu nous rappelles qu'on peut survivre à tout, et renaître encore plus belle. Quelques jours plus tard, je fis un geste que j'attendais depuis longtemps. Je retournai à la maison où tout avait commencé. Celle où j'avais vécu avec Victor. Celle où j'avais tant pleuré, tant attendu, tant fui. Mais cette fois, ce n'était pas pour m'y réinstaller. C'était pour la vendre. Définitivement.
Je fis le tour des pièces, une dernière fois. Chaque mur avait son souvenir, chaque meuble son fantôme. Et pourtant, je ne ressentais plus de colère. Juste de la reconnaissance. Oui, de la reconnaissance. Parce que cette maison avait été mon prison, mais aussi mon école. C'est là que j'avais appris à dire non. À dire stop. À me retrouver. Je passai devant l'ancien cadre de notre photo de mariage, resté dans un tiroir. Je le sortis. Le regardai un instant. Puis je le retournai doucement. Et sur l'arrière, j'écrivis au feutre noir. Tu pensais m'avoir effacé. Mais je suis plus vivante que jamais. Fin de chapitre. Je laissai le cadre là. Comme un vestige d'un passé qui ne me définissait plus. Et je sortis, le dos droit, les clés en main, le cœur léger. Aujourd'hui, je vis dans un petit appartement lumineux, rempli d'objets simples et choisis. Je prends mon café au balcon, je lis au calme, je peins tous les jours. Et parfois, quand je repense à tout ce chemin, je souris. Pas par vengeance. Mais parce que je me suis retrouvée entière. Sans dépendre de personne. Et c'est ça, le vrai nouveau départ. Pas celui qu'un homme annonce dans un toast pour humilier. Mais celui qu'une femme choisit, en silence, et qu'elle célèbre avec tout son être. À moi-même. À ma renaissance. À la vie. Et maintenant que cette histoire s'achève, permettez-moi de m'adresser à vous, qui êtes restés jusqu'ici, du premier chapitre au dernier mot. Vous, qui avez suivi chaque page de cette transformation, chaque battement de cœur, chaque silence, chaque larme d'Eliane, chaque pas vers sa libération. Ce n'est pas simplement l'histoire d'une femme qui quitte un mari toxique, ni seulement celle d'un divorce bien mené, ni même celle d'une victoire judiciaire. Non. C'est bien plus que cela. C'est le chemin d'une âme qui revient à elle-même, qui se relève, qui retrouve sa voix, sa valeur, son identité. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a ému, si elle a remué quelque chose en vous, alors je vous demande une chose simple, laissez un like, abonnez-vous à cette chaîne, et partagez ce contenu. Pas seulement pour soutenir notre travail, mais pour que ce message atteigne d'autres cœurs, d'autres personnes qui peut-être aujourd'hui se sentent perdues, effacées, invisibles, et qui ont besoin de se rappeler que leur vie a de la valeur, qu'elles peuvent recommencer, qu'il n'est jamais trop tard pour se relever. Car oui, Eliane, au fil de cette histoire, nous a montré que la reconstruction est possible, même après des années d'effacement. Elle nous a montré que l'amour propre peut être redécouvert, que la voix qu'on croyait étouffée peut de nouveau résonner, que les cicatrices ne sont pas des faiblesses, mais des témoins de force. Elle nous a appris qu'on peut survivre à la manipulation, à l'abandon, aux trahisons, et qu'on peut choisir, un jour, de ne plus être la victime, mais l'auteur de sa propre vie. C'est une leçon puissante. C'est une leçon humaine. Et c'est, au fond, une leçon spirituelle aussi. Car derrière chaque histoire humaine, il y a une histoire divine en attente de se révéler. Une vérité plus haute, plus profonde, plus éternelle. Et j'aimerais maintenant vous parler de cette vérité, en lien avec tout ce que nous avons vécu avec Eliane. Vous voyez, il y a un verset dans la Bible, un verset court, mais qui contient toute la beauté et toute la profondeur du message de Dieu. C'est Jean 3h16, et il dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Prenez un instant pour vraiment laisser ces mots entrer dans votre cœur. Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est vous. C'est moi. C'est Eliane. C'est Victor. C'est Léonie. C'est chaque personne qui respire sur cette terre. Dieu nous a aimés, non pas parce que nous étions parfaits, mais justement parce que nous étions brisés. Dieu n'attend pas que vous soyez sans défaut pour vous aimer. Il vous aime dans votre fragilité, dans votre confusion, dans vos doutes, dans vos cicatrices. Et ce Dieu, plein de miséricorde et de compassion, n'a pas seulement eu un amour passager, théorique ou symbolique. Non, il a donné. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, Jésus-Christ. Pourquoi ? Pour que vous ne soyez plus perdus. Pour que vous ne périssiez pas. Pour que vous soyez sauvés, restaurés, réconciliés avec Dieu, et que vous receviez une vie nouvelle, éternelle. Pas seulement une vie après la mort, mais une vie transformée dès aujourd'hui, ici même, dans votre quotidien, dans votre cœur, dans vos choix. Et c'est là que cette histoire rejoint le cœur du message de Jésus. Car tout ce que nous avons vu chez Eliane, tout ce processus de renaissance, de pardon, de libération, est aussi une métaphore de ce que Dieu veut faire dans votre propre vie.
Il veut vous relever là où vous avez chuté. Il veut vous guérir là où vous avez saigné. Il veut vous restaurer là où on vous a brisé. Il veut vous parler là où vous avez été réduit au silence. Peut-être que vous avez été comme Eliane, enfermé dans une relation toxique. Peut-être que vous avez été trahi, humilié, oublié. Peut-être que vous avez tout fait pour être à la hauteur, pour plaire, pour mériter l'amour, mais vous vous êtes perdu en chemin. Peut-être que vous vous sentez vide, sec, usé, épuisé de vivre. Et peut-être même que, comme Eliane, vous vous demandez parfois « Où suis-je passé? Qui suis-je devenu? Et comment puis-je revenir à la vie ?» La réponse, ce n'est pas dans une victoire judiciaire. Ce n'est pas dans une revanche personnelle. Ce n'est même pas dans un nouvel amour. La vraie réponse, elle est en Jésus-Christ. Lui seul peut vous rendre votre véritable identité. Lui seul peut vous combler là où personne n'a su le faire. Lui seul peut vous purifier, vous consoler, vous redonner une espérance. Lui seul peut vous aimer d'un amour inconditionnel, pur, complet, éternel. Et aujourd'hui, je ne peux pas terminer cette histoire sans vous poser une question profonde, essentielle, intime. Avez-vous déjà accepté cet amour-là? Avez-vous déjà ouvert votre cœur à Jésus, comme votre Sauveur et Seigneur? Avez-vous déjà reçu son pardon, sa paix, sa vie éternelle? Ce n'est pas une religion que je vous propose. Ce n'est pas une morale. Ce n'est pas une obligation. C'est une rencontre. Une relation. Un pas de foi. Une décision qui change tout. Et si ce que vous avez entendu aujourd'hui résonne en vous, si le parcours d'Eliane vous a bouleversé, si vous sentez ce vide au fond de vous que rien ni personne ne comble, alors ce vide a un nom, c'est le besoin de Dieu. Et je vous le dis avec tout mon cœur, Dieu vous attend. Il vous tend la main aujourd'hui. Il ne vous demande pas d'être parfait. Il ne vous demande pas d'avoir tout compris. Il vous demande juste de venir, tel que vous êtes, et de lui dire oui. Oui, Seigneur, entre dans ma vie. Oui, je crois que tu es mort pour moi à la croix. Oui, je crois que tu es ressuscité. Oui, je veux te suivre, te connaître, marcher avec toi. Oui, je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et si vous le désirez maintenant, là où vous êtes, vous pouvez faire cette prière simple avec foi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je viens à toi tel que je suis. Je crois que tu es mort pour mes fautes, que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je te reçois aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Change mon cœur, remplis-moi de ton amour, guide mes pas. À partir de ce jour, je veux vivre pour toi. Amen. Si vous avez fait cette prière sincèrement, sachez que quelque chose de puissant vient de se passer dans le monde spirituel. La Bible dit que tout le ciel se réjouit quand une seule personne revient à Dieu. Et aujourd'hui, c'est peut-être vous. Alors soyez le bienvenu dans cette nouvelle vie. Commencez à lire la Bible, commencez à parler à Dieu chaque jour, entourez-vous de personnes qui aiment Jésus. Et surtout, n'abandonnez jamais ce chemin, même s'il est parfois difficile. Car Dieu marche avec vous. Toujours. Et moi, ici, de l'autre côté de cet écran, je veux vous dire, je suis honoré d'avoir pu vous raconter cette histoire. Une histoire qui parle de blessures, mais aussi de guérison. Une histoire qui parle de déchirure, mais aussi de renaissance. Une histoire humaine, qui vous a peut-être conduit vers une histoire divine. Alors si ce message vous a touché, aimez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne, partagez-la autour de vous, et surtout, laissez un commentaire. Racontez-nous ce que cette histoire a fait résonner en vous. Racontez-nous où vous en êtes dans votre propre chemin. Nous voulons vous lire, vous connaître, prier pour vous, vous accompagner. Parce que ce canal, ce n'est pas juste un lieu de récit. C'est un espace de vérité, d'écoute, de foi et d'espérance. Et rappelez-vous, peu importe votre passé, peu importe ce que vous avez perdu. Il y a toujours une main tendue. Il y a toujours un chemin vers la lumière. Et il y a toujours un Dieu qui vous aime. Merci. Et à très bientôt.